Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous retrouvons aujourd'hui Max Colomban. Bonjour Max. Bonjour. Alors tout d'abord, on va rendre hommage à Rémi Colomban qui vient de décéder à l'âge de 97 ans, une figure de Villars-Saint-Pancrace. On va retracer sa vie. Oui, alors Rémi Colomban, il vient de décéder à l'âge de 97 ans et on peut dire que il a eu un parcours extrêmement riche. C'est un pur produit de Villars-Saint-Pancrace et il a connu pas mal d'époques avec une vie aussi longue. Bien sûr, on fait beaucoup de choses et il a commencé sa jeunesse, on peut dire, il a connu l'époque des mines, l'époque des paysans mineurs, c'est-à-dire l'époque où on avait l'été, donc les paysans travaillaient dans les champs, cultivaient les champs, et l'hiver, ils travaillaient aux mines de charbon à Villars-Saint-Pancrace où il y avait plusieurs concessions de ces mines qui étaient des propriétés familiales à l'époque et qui sont maintenant malheureusement à l'abandon et dont la dernière a fonctionné jusqu'en 1975-80. Voilà, donc Rémi, tout jeune, a connu cette époque où il a travaillé beaucoup dans les mines et les jeunes, les plus jeunes, même les enfants, à 13-14 ans, ils commençaient dans la mine et puis voilà, ils poussaient les wagonnets, ils vidaient les wagonnets dans les glissières de charbon. Et c'est comme ça que malheureusement Rémi a attrapé ce qu'on appelle la silicose du mineur. Et à la fin de sa vie, il avait l'oxygène et le respirateur, il se baladait avec ça, mais bon, voilà. Il était quand même d'une constitution assez solide, puisqu'il a vécu aussi longtemps. Et puis, donc, Rémi, lui, était né en 1926. Il a grandi, donc, dans une famille de Villars-Saint-Pancrace, et il a fait ses premières armes dans les mines, et ensuite, à l'âge de 20 ans, il est parti en 1946 faire l'armée en Autriche. Il est resté 2 ans à l'époque en Autriche. Donc c'était une occupation française exactement, je ne sais pas dans les détails. Il a passé 2 ans d'armée là-bas où il était dans un régiment où on apprenait à faire du ski, évidemment, puisque l'Autriche est un pays très montagneux. Et il a appris le ski là-bas. Ensuite, il a fondé, en 1948, le club de l'association sportive de l'Edelweiss de Villars-Saint-Pancrace. De ski de fond. C'était un club au départ de ski de fond et de ski de piste, puisqu'il y avait des alpins et des nordiques. Donc tout le monde faisait des compétitions. Et ce club, donc qui existe toujours actuellement. Et il a fondé ce club donc en 1948, et puis en 1954, il a été embauché à la commune de Villars-Saint-Pancrace. Auparavant, il avait fait quelques boulots, des contrats de courte durée aux eaux et forêts, à l'équipement. Voilà, c'était à l'époque, le chômage, on ne connaissait pas ça, donc il fallait aller bosser. Et puis en 1954, il est entré à la commune de Villars, comme garde champêtre, et puis il s'occupait aussi de l'eau. Voilà, il nous racontait souvent qu'il allait l'hiver, être obligé de dégeler le captage d'eau de la commune. Enfin, il passait des moments assez difficiles. Voilà, et puis en marge de cette activité, de cet emploi communal, bien sûr, il y avait son activité du ski de fond. Voilà, il a été le premier président de ce club pendant une quinzaine d'années. Ensuite, il y a eu un autre président qui s'appelait M. Cordier. Et ensuite, jusqu'en 1976, où j'ai été moi-même président jusqu'en 1983. Voilà, donc ça a été des époques très riches au niveau du ski de fond et du ski alpin. Bon, petit à petit, le ski alpin a disparu du club, puisque c'était cher et on n'avait pas de piste, on n'avait pas de remontée mécanique à Villars-Saint-Pancrace. Donc c'est devenu un club à vocation 100% nordique.
Voilà, on a eu beaucoup de champions, Patrick Finn notamment, et puis d'autres champions qui ont porté très haut les couleurs du club. Donc il n'y a pas longtemps, Flora Dolci. Et tout récemment, bien sûr, on a Flora Dolci, qui est membre de l'équipe de France féminine de ski de fond, et qui brille sur le plan international au plus haut niveau, dans les 10 ou 15 meilleurs mondiales. Donc on est très fiers d'elle, et puis on espère qu'elle va nous ramener des titres internationaux. Voilà, donc Rémi a repris la présidence du club en 1983, après moi, où il est resté encore une quinzaine d'années, ou une dizaine d'années, peut-être pas 15, à la présidence du club. Moi, j'ai été vice-président, donc j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant de nombreuses années. J'étais vice-président, j'étais aussi entraîneur au club. Et puis en parallèle avec mon travail de gendarme au PGHM. Donc là c'est pareil, on s'est occupé de ce club pendant de nombreuses années. Et puis ensuite Rémi, donc lui il était à la retraite déjà là quand il a pris sa deuxième présidence. Voilà, et puis ben, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Rémi? Il a été vraiment un pionnier du ski à Villars-Saint-Pancrace. Et puis la dernière fois je l'ai rencontré il y a un an ou deux, il a fait du ski jusqu'à 90 ans. Et il m'a dit, voilà, j'ai commencé le ski à 10 ans, je refais du ski, j'arrête. Il a eu 90 ans, il a décidé, parce que c'était aussi une forte tête, on avait du mal à le faire changer d'avis. Et à 90 ans, il m'a dit, c'est fini, je pose les skis. Voilà, je refais du ski pendant 80 ans, depuis 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 90, voilà. Mais on le voyait encore à 90 ans, avec ses skis, doucement, sur la piste à Villars, et puis voilà, c'était bien de le voir à cet âge-là sur les skis. On l'a vu encore pendant quelques années marcher dans le village avec ses béquilles et puis son oxygène, et puis voilà, et puis écoutez, au terme d'une vie bien remplie, saine, dans la montagne, voilà, il a pu vivre intensément cette existence, et puis ma foi, à cet âge-là, c'est la roue qui tourne, il nous a quittés paisiblement, voilà. Et un hommage lui a été rendu à Villars-Saint-Pancrace récemment. Oui, d'accord, à l'occasion de ces obsèques là, qui ont eu lieu le samedi 13 janvier, donc un hommage lui a été rendu à la salle Saint-Paul, il méritait bien ça, donc avec des petites interventions de tous ceux qui ont vécu et travaillé avec lui, des photos, des vidéos, et voilà, qui ont un peu retracé toute son existence et tout ce qu'il avait fait pour cette commune et pour le ski nordique, et puis voilà, avec un grand remerciement qui lui a été fait, un grand hommage à cette occasion. Merci. Et nous sommes toujours sur KTB Radio, et on se retrouve maintenant pour les traditions, toujours avec Max Colomban. Voilà, alors les traditions, oui, c'est vrai qu'il y a une époque qui est un petit peu révolue maintenant, où il y avait des traditions fortes dans nos villages de montagne. Et notamment, toutes ces traditions, on va en parler de trois principales qui occupaient beaucoup la vie des gens à l'époque, et qui étaient liées à leur subsistance en fait, parce qu'à l'époque, il fallait manger, il n'y avait pas les supermarchés, donc il fallait subsister, il fallait se nourrir en toute saison, que ce soit l'hiver ou l'été, il fallait trouver un moyen de subsistance. Alors, bien sûr, il y avait le pain. Le pain était une grande tradition. Il y avait aussi la cuisine, et puis la chasse. La chasse qui permettait de chasser et de rapporter du gibier, de la nourriture, des protéines, précieuses protéines. Voilà, donc le pain, le pain c'était une tradition. Il y avait ce qu'on appelait le four banal, dans chaque village on avait le four banal qui fonctionnait, et les habitants se réunissaient au moins, surtout à l'automne, pour faire une fournée de pain. Alors il y avait deux dans les fours banaux en général. Il y avait le petit four le petit four où on faisait 50 pains dedans, et puis le grand four où on faisait quelque chose comme presque 200 pains, qu'on allumait une fois par an,
avec des énormes souches d'arbres et beaucoup de bois. Et ce pain était fait à l'automne. Hein. Chacun amenait sa farine, faisait les pains chez lui, et tous les villageois se retrouvaient au four pour chauffer le four. Pendant un four immense comme ça, on mettait beaucoup de temps à le chauffer. Donc c'était une grosse opération. Ensuite, il fallait le nettoyer, racler la braise, et on enfournait le pain. Donc tous les villageois venaient avec un certain nombre de pains et faisaient cuire le pain dans ce grand four. Ensuite, une fois que la cuisson était faite, eh bien, chaque citoyen, chaque villageois repartait avec son pain. Et pour l'année ? C'est du pain qui durait l'hiver, quoi. Pas l'année, mais tout l'hiver. Et ils le mettaient sur des clés dans leur grange. Et ce pain c'était des gros pains, mais il était évidemment dur. Donc ils mangeaient ce pain soit dans le lait, ce qui était aussi la base de l'alimentation. Hein, le matin, ils faisaient tremper dans le lait, donc ça le ramollissait, ou le soir dans la soupe. Voilà, ou voilà, ils mangeaient le fromage et tout, mais c'était du pain qu'ils utilisaient tout l'hiver. Alors bien sûr, un peu rassis. Il était un peu dur, hein, mais il se conservait. Il se conservait parce que c'était de la farine naturelle, c'était fait avec du levain, voilà, il y avait aucun produit chimique à l'époque, et il se conservait. Après, on mettait en route le petit four. Lui, c'était plus souvent. Puis on faisait 50 pains dedans. On faisait plus souvent, c'était une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et donc on avait du pain plus comestible et et meilleur au goût. Donc on l'utilisait plus souvent ce four, et on avait du pain pour une semaine ou 10 jours. Et là c'était quand même plus fréquent. Voilà. Après chaque villageois faisait sa corvée de bois, hein, bien sûr, amenait son bois pour faire une cuisson commune. Voilà, pour ce qui est du pain, il existait plusieurs qualités de pain, si on peut dire. Hein. Le pain qu'on appelait le pain boulanger, fait de fleur de farine avec du pur froment. Hein, le froment, c'était le blé. Hein, le pain blanc, en quartier. Et puis le pain bis, qui était composé moitié de farine de blé et de froment et de moitié de seigle. Et le pain bis, uniquement seigle, ce qu'on appelait le pain de ménage, le pain foncé, qui était pur seigle. Voilà. Et puis, bon, petit à petit, à mesure de l'évolution, eh bien, les fours banaux ont été un peu abandonnés. Parce que des boulangeries. Voilà, on a créé des boulangeries, on a commencé le commerce du pain, les boulangers se sont installés, ils avaient leur four, c'était leur métier, quoi. Hein, voilà, ils faisaient le pain toute la nuit et puis ils le vendaient le matin. Donc dans chaque village sont ouverts des boulangeries, et puis voilà, c'est devenu un objet commercial. Et il y a eu une époque donc où vraiment après la guerre, disons dans les années 45-50, les fours banaux ont ralenti et se sont carrément arrêtés, quoi. Par là même, il y avait les moulins aussi. On avait à Villars-Saint-Pancrace, on avait le moulin Sacha. Qui faisait de la farine, hein, parce que les villageois cultivaient leur blé, et puis ils amenaient le blé au moulin, et ils cultivaient ils faisaient moudre leurs grains pour faire de la farine, quoi. C'était un cycle complet, quoi, hein, la culture du blé, la mouture, la farine, la fabrique du pain, quoi. Voilà. Donc après ça s'est perdu, après la guerre. Et puis, au profit du commerce du pain, hein, des boulangeries sont installées de partout. Et puis, dans les années, on va dire, beaucoup plus tard, 90-2000, on a commencé à se rendre compte que c'était bien d'avoir un four banal et que ça faisait partie du patrimoine de la commune, aussi bien le four que le moulin. Et pour ce qui concerne Villars-Saint-Pancrace, le four banal du centre de village, du quartier du Mail, a été restauré, et c'est vraiment bien, puisque on peut à nouveau faire du pain dans ce four, et les associations en font à chaque occasion.
Ils s'en font aussi ils le vendent pour renflouer leur caisse. Et puis même les familles, si elles se groupent, peuvent venir faire du pain dans ce four banal qui a été très très bien restauré par la commune et qui est maintenant complètement opérationnel. Voilà. Et il y a aussi, en parallèle à la restauration du four banal, il y a aussi à Villars-Saint-Pancrace le moulin de Sacha qui a été restauré et qui a été vraiment aussi très bien restauré avec un travail exceptionnel à des artisans qui ont refait tout ce four comme il était avant, avec le bois, la pierre, les meules de pierre, toutes les mécanismes de fonctionnement, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'il faut voir, qu'il faut venir visiter l'été. Il faut se renseigner à la commune, au centre montagne, et il y a des visites de ce moulin qui sont effectuées, des visites du four, et en parallèle aussi les visites des mines. Donc c'est vraiment quelque chose à voir, quoi. Alors ce moulin, il pourrait tourner, mais bon, pour le moment, il faut du blé pour moudre, et les cultures de blé à Villars ont un peu disparu, si on peut dire. Bon, voilà pour ce qui est du pain. On va passer à la cuisine. On va peut-être parler un peu de la cuisine. Voilà. Alors la cuisine, voilà, c'est lié, tout est lié. Hein. C'était à l'époque, il fallait subsister, il fallait manger, et puis voilà. Hein. Donc la cuisine traditionnelle, la base de l'alimentation, si vous voulez, dans nos villages à l'époque, c'était les laitages, puisqu'il y avait beaucoup de vaches, les fromages, les pommes de terre évidemment. Puisqu'on cultivait beaucoup la pomme de terre, et puis le seigle, la farine de seigle et le pain de seigle étaient quasiment plus importants que le pain de blé, hein, voilà. Et puis le dimanche on mangeait un peu de viande, la viande salée, le cochon principalement, hein, voilà. Donc le cochon, c'était la tradition. Juste avant Noël, on tuait le cochon. Et là aussi, c'était une opération commune et collective, comme le pain. Hein. C'était pareil, et il fallait tuer le cochon. Alors moi, je me souviens, étant gamin, avoir vu encore, quand on tuait le cochon dans le village, c'était assez impressionnant. On commençait à rouler le cochon dans l'eau bouillante avec des chaînes dans un immense pétrin, comme ça, et on entendait crier cette pauvre bête de tout son cri, et puis on l'accrochait par les pattes de derrière à une poutre, et un homme arrivait avec un immense couteau, et hop, il l'égorgeait, et on laissait couler son sang dans une grande caisse, dans une grande bassine, et voilà, après le sang qui servait plus tard à faire du boudin avec les tripes, quoi, hein. Parce que dans le cochon, tout se mange, tout. Il n'y avait rien de perdu, le museau, les oreilles, les pieds, tout. Il y a peut-être que la queue qu'on mangeait pas. Voilà. Sinon, voilà. Après, donc, chacun prenait un morceau du cochon. Moi, je me souviens, mon père on était parti avec la moitié d'un cochon, et puis après, on allait dans ce qu'on appelait la chambre ménagère, dans la maison, et au-dessus de la maison, et on allait mettre le cochon au sel, quoi. Donc, on découpait, on avait du gros sel, et on le mettait au sel, on disait, il y a la poitrine, il y a les côtes, il y a les gigots, les jambons. Bon, après les jambons, voilà, on les accrochait dans la cave, enfin dans la chambre ménagère, hein, c'était pas dans la cave, c'était plutôt en haut de la maison. Donc tout le cochon était préparé, découpé, mis au sel. Et puis voilà, ça faisait de la viande et des protéines pour quelques mois, hein, même presque pour un an, ça dépend de la cadence de consommation. Il y avait aussi la graisse. Bon, la graisse, c'était ce qu'on appelait le saindoux. Le saindoux qui servait aussi à faire la cuisine, à faire les pommes de terre rôties, parce qu'à l'époque, on n'allait pas acheter l'huile au supermarché comme maintenant, donc il fallait aussi de la graisse, voilà, pour le cochon. Bon. Après, il y avait les vaches, il y avait les chèvres. Donc, avec le lait de vache, on faisait le fromage. Il y avait le lait, il y avait la chèvre aussi, on faisait du fromage de chèvre. Je me souviens, ma grand-mère
aller traire la chèvre le matin, j'allais dormir chez mes grands-parents à la cure, là-haut, au-dessus, en dessous de la chapelle Saint-Pancras, et ma grand-mère, le matin, elle trayait la chèvre, et hop, elle me donnait du lait tout frais, du lait de chèvre, comme ça, encore tout chaud, pour le petit déjeuner, quoi. Puis elle faisait la tome de chèvre aussi, quoi. Elle mettait ça dans un torchon, elle accrochait au robinet de la cuisine, de l'évier, et puis ça s'égouttait. Elle mettait de la présure dedans, et puis ça caillait, quoi. Et ça faisait de la tome de chèvre fraîche. Voilà, puis la vache, quoi. Puis il y avait les poules aussi pour les œufs, hein, donc c'était il y avait un peu, c'était complet, quoi, l'alimentation. Il y avait le jardin qui donnait les légumes. On arrachait les patates, hein, au mois de septembre. C'était la corvée de patates. Après l'été, c'était les foins pour nourrir les bêtes. Les morilles. Voilà. Et puis le champignon aussi. Oui, le champignon, c'est parti aussi quand même de la tradition aussi culinaire et la cueillette et tout ça, quoi. On avait les mousserons. Les mousserons, c'était un champignon qui était extrêmement abondant à l'époque dans nos montagnes. Et on allait ramasser le mousseron à l'automne, et puis après, pareil, on faisait sécher, hein, et ça, on pouvait avoir des champignons quand il était séché pendant pas mal de temps l'hiver. Voilà, donc il n'y avait pas que le mousseron, hein, aussi, il y avait aussi le violet. Le violet, c'était un excellent champignon qu'on trouvait dans les forêts de mélèzes, sous les mélèzes. Et là, le violet se faisait en conserve, dans des pots stériles, quoi, hein, ce qu'on appelait le parfait, et qui c'est dans le vinaigre et dans l'huile, et ça se conservait. C'était aussi un champignon délicieux. Voilà, pour ce qui est de la tradition culinaire, bon, on avait aussi ce qu'on appelait les tourteaux de sang. Donc c'était de sang mélangé des petits lardons, et la farine était cuite comme une crêpe avec le saindoux. Donc ça, on appelait ça, et bon, j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter, mais je pense que il fallait aimer. Voilà. Spécial. Voilà. Hein. Et il y avait la tome. La tome, c'était le bol caillé. En dessert, on prenait souvent du riz au lait aussi. Voilà. Le riz était une denrée encore pas très très... Parce qu'il fallait l'acheter, hein, le riz. Il n'y avait pas de riz qui poussait ici, quoi. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Hein, bon, il y avait beaucoup d'autres choses sur la tradition culinaire dans nos villages à cette époque-là, quoi. Voilà. Après, bon, c'est ce qui a permis quand même, je pense, pendant la guerre, les deux guerres, la dernière, à nos habitants des montagnes et des villages de la campagne d'être beaucoup moins en difficulté, beaucoup moins malheureux que les gens des villes, quoi. Parce que eux, ils avaient toujours de quoi manger, quoi. Même si c'était difficile pendant la guerre, ils avaient toujours les pommes de terre et à la cave, et puis voilà, et puis le cochon, voilà. Ils tuaient même les bêtes. Je me souviens d'une anecdote que m'a raconté mon père, et il était jeune, et pendant la guerre, il avait 12-15 ans, et ils avaient entrepris de tuer une vache dans l'écurie en pleine nuit. Et du coup, ils ne voulaient pas que les Allemands soient alertés, tu vois. Alors, ça avait été... Mon père avait un souvenir terrible de ça, parce que, voilà, lui, il assistait, il était jeune, et il assistait à ça, quoi. C'est ce qu'on peut dire, entre guillemets, un chantier incroyable pour tuer une vache, et voilà, sans que les Allemands s'en aperçoivent, parce qu'après, il fallait sortir les tripes et tout ça, il fallait tout ce qui était pas bon, il fallait l'évacuer discrètement et tout, mais bon, c'était comme ça, pendant la guerre, il fallait manger, et puis il n'y avait pas le choix. Bon, c'était plus simple de tuer une poule ou un lapin. Voilà. C'est moins gros. Voilà. C'était pas la même chose, quoi. Voilà, donc on peut dire que toutes ces traditions culinaires ont permis aux gens tout au long de l'histoire de notre pays de pouvoir vivre mieux que dans les villes, je pense. Voilà. Et il y avait la chasse aussi. Voilà, alors troisième chose dont on peut parler par rapport à ces traditions, effectivement, c'est la chasse. La chasse qui venait compléter un peu la nourriture, qui venait mettre un peu d'humeur dans les épinards, si on peut dire, parce que
le gibier de nos montagnes était un mets quand même assez recherché et assez fin, quoi. Donc ici, on chassait principalement le chevreuil, le chamois surtout. Hein, le chamois, mais il n'y avait pas que le chamois, il y avait le coq de bruyère, la marmotte, le lièvre, voilà. Hein. Alors la chasse, bon, au niveau des permis de chasse et tout, c'est une histoire un peu compliquée, mais bon, je sais qu'en 1844, il y avait ce qu'on est, donc c'est vieux, hein, ça fait plus de 170 ans, il y avait ce qu'on appelait le permis de port d'armes, et qui a été transformé en 1845 par le permis de chasse. Voilà. Donc, et les permis de chasse ont commencé à être délivrés à cette époque-là. Donc la chasse, ça date quand même de pas mal de temps. Voilà. Mais bon, c'était à l'époque, la chasse, il y avait des braconniers aussi, hein. Il y avait une époque, il y avait des dates pour la chasse qui étaient fixées à l'automne, quoi, en septembre, octobre, novembre. Mais bon, à l'époque, il y avait beaucoup, les anciens, ils partaient tuer leurs chamois, même si c'était l'hiver, et puis voilà, l'hiver, les chamois, ils descendaient, ils avaient faim, ils se voyaient bien dans la neige, donc les petits braconnages, à l'époque, c'était monnaie courante, quoi. Voilà, et puis voilà, on avait faim, s'il n'y avait pas trop de viande dans la maison, un chamois, c'était... Après, bon, je sais pas, bon, s'il était mis au sel comme les autres animaux, j'en sais rien, mais il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Mais voilà, donc le chamois est un mets extrêmement fin, et moi je me souviens, ma tante qui était un cordon bleu à l'époque, et son fils et son mari étaient des grands chasseurs, donc elle nous faisait des choses extrêmement délicieuses. Le chamois à l'alpinus, qu'on appelait, c'était vraiment délicieux. Le gigot de chamois à l'alpinus, c'était très bon. Les marmottes aussi. Alors les marmottes... C'est interdit maintenant. Comment? C'est interdit maintenant. Oui, maintenant c'est interdit. Mais à l'époque, on chassait les marmottes. Et on avait... à Villars-Saint-Pancrace, il y avait un ancien qui chassait que les marmottes. Et ils allaient, quand elles étaient endormies, donc chaque famille, chaque nom au village avait ce qu'on appelait un sobriquet. Et lui, il s'appelait Émile, et on l'appelait le mille marmottes. Parce que, alors à l'automne, quand elles étaient rentrées, vers le mois d'octobre, il allait au trou, il piochait le trou jusqu'à la marmotte, et boum, et là, elle était pleine de graisse et tout. Voilà. Bon, moi, j'ai eu mon oncle et mon cousin ont tué des marmottes, et ma tante les préparait avec... mais la marmotte, c'était une viande assez dure quand même, donc elle la faisait mariner dans une marinade, du vin, des oignons, du laurier, du thym, tout ça. Elle mettait ça pendant une semaine. Une semaine, elle trempait la marmotte. Et après, elle la préparait, mais ça se mangeait, c'était bon. Hein. Quand c'était bien préparé, c'était bon. Puis il y avait le coq de bruyère aussi. Mon cousin était un grand chasseur de coq de bruyère, et il chassait le coq de bruyère, et là, c'était un mets extrêmement fin aussi. Hein. Voilà. Puis après, bon, le lièvre, on faisait civet de lièvre et tout, quoi, voilà. La chasse, c'était comme ça. Alors la chasse au chamois, c'était une technique un peu spéciale. À l'époque, on faisait ce qu'on appelait la traque. Donc on savait où étaient les chamois, on se mettait en ligne pour faire une sorte de battue pour pousser les chamois. Et il y en a d'autres qui se mettaient à l'opposé, ils se mettaient au poste, ce qu'on appelait le poste, voilà, derrière un rocher, et ils attendaient que le chameau passe, boum, pour l'abattre. Voilà, c'était comme ça que ça se passait à l'origine. Bon, maintenant c'est différent, maintenant ça n'existe plus, maintenant c'est le fusil à lunettes, voilà, le fusil à lunettes, il y a la bague, c'est très très réglementé, voilà, on est limité dans les bêtes, on ne doit pas tuer n'importe quelle bête, et puis voilà, on doit jouer un peu à courir après le chamois, et puis le tuer avec un fusil à lunettes, et puis voilà, après le baguer, appeler le garde-chasse, et voilà, c'est très réglementé, quoi. C'est plus une nécessité. Voilà, c'est plus un sport, un plaisir qu'une nécessité pour pouvoir manger. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour.
des traditions. Merci Enfin, pour toutes ces celle-là, en belles tout cas. traditions de Villars et cet hommage rendu à Rémi Colomban. Merci. Merci.